Bonsoir à tous, mon nom est Gabriel Colasodo, je suis gestionnaire de l'éducation et services aux patients chez Myelome Canada. Je tiens à vous remercier de nous joindre ce soir pour cette présentation éducative de Myelome Canada sur l'alimentation et le myélome. Comme vous le savez peut-être déjà, avoir une alimentation appropriée est très important dans la prise de charge d'un myélome car la dénutrition peut avoir un impact négatif sur la tolérance au traitement ainsi que l'efficacité et le prognostic. Notre présentatrice ce soir sera Amélie Bernier, diététiste nutritionniste au département de dermatologie et de la greffe de moelle osseuse chez le CHU de Québec, à l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec. Avant de commencer la présentation, notez que tous nos webinaires sont enregistrés. Alors, n'inquiétez-vous pas si vous manquez quelque chose. Tu pourrais aller voir sur YouTube. Pour voir l'enregistrement, vous allez sur youtube.com. Dans la barre de recherche, vous écrivez Myelome Canada et après vous cliquez sur le premier, sur notre page ici. Il y a une autre façon de se rendre sur notre site web, sur la barre en haut. Vous cliquez sur ressources et après sur vidéo éducative Myelome Canada et vous pouvez voir les vidéos. Alors, comment est-ce qu'on pose une question après le webinaire? Alors, dans votre panneau GoToWebinar, vous voyez, il y a un panneau questions. Alors, si vous écrivez votre question dans cette boîte ici, après vous cliquez sur le bouton Send et je recevrai la question et je le lirai à Amélie. Donc, sans plus tarder, je passerai le microphone à Amélie pour discuter l'alimentation et le myélome. Oui, excusez-moi, je vais vérifier si ça fonctionne. Bon, voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait très plaisir d'être ici avec vous ce soir pour vous parler de l'alimentation en lien avec la maladie qui se nomme le myélome multiple. Donc, moi, comme Gabriel l'a répété, je suis nutritionniste depuis maintenant 12 ans. Je travaille à l'Hôtel-Dieu de Québec, dans le Grand CHU de Québec, et je travaille avec les patients atteints de maladies hémato-oncologiques, donc leucémie, lymphome, myélome. Je suis surtout au niveau hospitalier, donc moi, je vois les patients qui sont hospitalisés pour des traitements et particulièrement pour des traitements pour des patients qui vont recevoir une greffe de moelle osseuse. Alors, sans plus tarder, je vous présente le plan de ma présentation. Donc, rapidement, on va faire un bref rappel de la maladie. Probablement que vous en savez déjà plus que moi sur la maladie et les symptômes, mais on va faire un bref rappel là, pour ceux qui sont un peu mêlés là-dedans. Ensuite, on va regarder quelles sont les conséquences possibles au niveau nutritionnel lorsqu'on parle d'une maladie telle le myélome. On va parler aussi un petit peu de l'alimentation durant les traitements de chimiothérapie, les effets secondaires les plus fréquents et les astuces pour les contrer. Et je vais vous parler aussi de qu'est-ce que la greffe de la moelle osseuse, qu'est-ce que c'est, quelle est l'alimentation privilégiée durant une greffe, quelle est l'alimentation privilégiée après la greffe. Et on va conclure avec la période des questions. Donc, le myélome multiple, comme vous le savez probablement, c'est une tumeur maligne d'une type de cellules sanguines qu'on appelle les plasmocytes. Donc, les plasmocytes sont produits par la moelle osseuse et le problème avec les plasmocytes, c'est qu'ils vont s'accumuler là, dans la moelle osseuse en très grand nombre. Et les plasmocytes, eux, ils sont responsables là, de sécréter des anticorps. Donc, ils vont se mettre à sécréter un nombre anormalement élevé d'un type d'anticorps qu'on appelle des immunoglobulines. À long terme, les immunoglobulines vont s'accumuler et peuvent entraîner la destruction du tissu osseux et par le fait même augmenter les taux de calcium dans le sang. Un nombre très élevé de plasmocytes dans le sang va amener aussi une insuffisance de la moelle osseuse. Donc, la moelle va avoir de la difficulté à produire les autres cellules sanguines, comme par exemple les globules rouges et les globules blancs ainsi que les plaquettes. Et la production en excès des immunoglobulines vont finir par détruire à long terme la moelle osseuse, peuvent attaquer les os, les reins, la rate, les ganglions, le foie et même le muscle cardiaque. Donc, c'est une maladie qui est plutôt rare avant 40 ans. La moyenne d'âge au diagnostic, c'est d'environ 65 ans.
On dit que la maladie est incurable, mais elle répond très bien au traitement et les durées de vie sont actuellement assez longues de par les traitements qui sont de plus en plus efficaces et la greffe de moelle aussi qui a souvent un bon taux là, de réussite. Alors, quelles sont les conséquences possibles au niveau nutritionnel dans cette maladie? Donc, on a toutes les conséquences qui sont liées à la maladie. Donc, la destruction du tissu osseux à long terme va entraîner une libération de calcium dans le sang. Comme on sait, le calcium, nos os sont formés avec une grande quantité de calcium. Donc, en se brisant, le calcium se retrouve dans le système sanguin et peuvent à long terme endommager là, nos reins, donc peuvent causer de l'insuffisance rénale à plus ou moins long terme. Une accumulation des immunoglobulines dans le tissu cardiaque peut entraîner également de l'insuffisance cardiaque. Donc, deux problématiques qui ont des conséquences nutritionnelles qui peuvent être assez importantes et avec des traitements nutritionnels qui sont particuliers. Les conséquences qui peuvent être liées au traitement, donc il y a plusieurs médications différentes que les patients peuvent prendre durant leur traitement pour le myélome. Donc, ces médicaments-là peuvent entraîner des effets secondaires. Donc, quand on parle de chimiothérapie, on peut avoir des effets secondaires comme les nausées, les vomissements, la dysgeusie. Donc, tout ça, on va voir ça un peu plus tard. Il y a aussi l'utilisation des corticostéroïdes à haute dose, donc qui sont utilisés dans le traitement du myélome, qui peuvent entraîner un diabète stéroïdien, des anomalies de glycémie, donc on appelle ça des dysglycémies, et également un gain pondéral. Donc, pour les patients qui sont déjà diabétiques, l'utilisation de corticostéroïdes peuvent entraîner un débalancement là, de leur diabète. Donc, c'est assez à surveiller là, avec ce traitement-là. On retrouve aussi quelques interactions entre la médication et les aliments et comme je précisais à Gabrielle tout à l'heure, je ne suis pas la mieux placée pour vous parler des interactions entre la médication et les aliments. Je pense que la personne la mieux placée à ce moment-là va être votre pharmacien. Donc, pour tout ce qui touche les questions en lien avec la médication et leurs effets secondaires, je vous suggérerais peut-être de vous adresser à votre pharmacien si vous en avez. J'en ai répertorié quelques-uns, mais on comprend que on est 30 quelques personnes ici ce soir. Je ne peux pas faire du cas par cas et regarder là, toute la médication avec vous. Donc, je tenais à préciser ce point-là. Et comme conséquence liée au traitement aussi, on sait que la greffe de moelle amène des conséquences des fois assez importantes là, sur le système nutritionnel, sur l'état nutritionnel. Et une des principales conséquences majeures de ça, c'est de la dénutrition. Donc, ça paraît pas, mais une personne peut facilement devenir dénutrie après une greffe de moelle. Le risque aussi infectieux qui est lié en greffe de moelle, c'est lié avec l'affaiblissement du système immunitaire. Donc, il y a quand même quelques petites restrictions alimentaires à respecter là, lorsqu'on suit un procédé de greffe de moelle. Donc, je amène tout de suite la première diapo sur une des conséquences de la maladie à long terme, donc qui peut être l'insuffisance rénale. Donc, l'insuffisance rénale, on la distingue, il y a de l'insuffisance rénale aiguë qui peut arriver, par exemple, suite à la prise d'un médicament ou un traumatisme, etc., une infection, par exemple. Et la différence entre l'insuffisance rénale aiguë et l'insuffisance rénale chronique, c'est que l'insuffisance rénale chronique, c'est une maladie qui va détériorer la fonction rénale de façon progressive et à plus ou moins long terme. Et la problématique avec ça, c'est que souvent, ça devient irréversible et ça entraîne une diminution de la capacité des reins à filtrer le sang et à excréter les hormones. La problématique avec l'insuffisance rénale aussi, c'est que nos reins, en fait, filtrent le sang et rejettent les déchets dans l'urine. Donc, en étant moins efficaces, nos reins excrètent moins les déchets dans l'urine et ces déchets-là se ramassent en excès dans notre organisme. Et il y a aussi tout ce qui est d'excès d'eau. Lorsqu'on boit beaucoup ou qu'on boit trop, ben, nos reins s'occupent de gérer la quantité d'eau et on fait plus d'urine. Mais avec des reins qui sont insuffisants, qui sont moins performants, ben, on peut se retrouver avec de la prise, de la rétention d'eau là, qui peut être plus ou moins importante également. L'insuffisance rénale chronique, il y a différents stades de sévérité. Donc, on a de l'insuffisance rénale de stade 1 jusqu'à l'insuffisance rénale terminale qui peut parfois nécessiter de la dialyse.
mais les différents stades de sévérité, pour chaque stade de sévérité, en fait, le traitement est le même. On suggère une alimentation qui est faible en sodium et qui est plus ou moins restreinte en liquide là, si la rétention d'eau est un problème aussi. Donc, sur la diapo suivante, je vous ai mis quelques précautions, en fait, pour apprendre à réduire un peu, à diminuer son apport en sodium. Ce que je trouve souvent comique, c'est quand on questionne en nutrition sur l'apport en sodium de nos patients. Les gens nous disent souvent, oui, mais moi, je ne sale pas, je ne rajoute pas de sel, donc je ne mange pas salé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a seulement 10 du sodium consommé qui provient du sel de table. Donc, 90 du sel qu'on consomme à tous les jours provient des produits transformés. Donc, quand je parle de produits transformés, je parle de tous les produits que je retrouve à l'épicerie, qui sont préparés par le commerce. Ça peut être des plats congelés, ça peut être des légumes en conserve, ça peut être les marinades. Donc, c'est pas tant le sel à table qu'on doit diminuer, mais c'est surtout le sel qu'on retrouve dans les produits transformés. Donc, quelques conseils ici pour apprendre là, à réduire notre consommation de sel. C'est sûr que la première chose qu'on va dire, c'est d'éviter de saler à table. Donc, on essaye le plus possible de restreindre le sel, les épices salées, par exemple, le sel d'ail ou le sel d'oignon, les épices à steak, d'éviter d'en rajouter un peu partout. Il y a certains substituts de sel aussi qui peuvent être salés là, dans certaines occasions aussi. Le glutamate monosodique là, comme accent également qui contient du sodium. Donc, dans le fond, on suggère aux gens d'utiliser d'autres moyens pour aromatiser les plats, par exemple. Ça peut être des herbes fraîches, ça peut être juste des épices sans que ça soit du sel d'ail. On peut rajouter de la poudre d'ail ou de la poudre d'oignon au lieu du sel d'oignon. De fabriquer nos propres vinaigrettes, de fabriquer avec des herbes fraîches, par exemple, de l'huile, du jus de citron. Donc, ça, c'est des choses qui ne contiennent pas de sel à l'état naturel et ça va donner du goût sans être obligé de saler. Certains condiments ou certaines sauces, c'est sûr que le ketchup, la moutarde, la relish, sauce teriyaki ou les vinaigrettes qu'on achète dans le commerce sont souvent très riches en sel. Donc, encore là, une fois, c'est d'y aller avec modération. De trouver des versions moins salées si c'est possible. Et pour les vinaigrettes, c'est de les faire soi-même là, avec de l'huile et du vinaigre. Les charcuteries, c'est sûr que les charcuteries, on peut en parler longtemps parce que c'est pas, de toute façon, sans être uniquement problématique au niveau du sodium, les charcuteries sont des aliments quand même à éviter en raison là, que c'est un produit qui est hautement transformé et qui a même été associé là, à certains cancers, là, comme le cancer du côlon, par exemple. Donc, tout ce qui est jambon, saucisson, bacon, c'est sûr que c'est des produits qui sont très, très, très salés. Même si on les choisit réduits en sel, il en demeure que ça demeure une viande qui est très salée. Donc, c'est à éviter. Les petits pâtés aussi, souvent les petits pâtés à tartiner, les poissons fumés comme le saumon fumé, le hareng, les sardines fumées, les fromages salés comme le fromage en grains, le Velveeta, le Cheese Whiz, les fromages comme les tortillons, là, les petits fromages salés là, dans la saumure aussi. C'est des produits là, qui sont hautement salés pour être conservés. Les aliments qui sont en conserve, je m'excuse, ça se peut que vous ne voyez pas bien le bas de la diapo, là, mais pour ce qui est des aliments en conserve, comme tout ce qui est soupe, sauce, bouillon, les légumes en conserve, l'idéal, c'est de les choisir réduits en sodium. Puis un peu plus tard, je vous montrerai sur une étiquette nutritionnelle, en fait, comment on regarde un produit, comment savoir s'il est moins salé ou non. Et on essaye aussi, par exemple, si j'achète des légumes en conserve, je peux choisir la version moins salée et de les rincer à l'eau courante là, avant de les utiliser. Mais l'idéal, par exemple, pour ce qui est des légumes, c'est plutôt d'aller chercher des légumes frais ou des légumes congelés qui, eux, ne sont pas salés pour la conservation. Il y a les marinades aussi, c'est ce que vous voyez probablement en moins là, dans le bas de la diapo, mais les marinades comme tout ce qui est cornichons, olives, betteraves, les petits oignons marinés, on sait qu'on met du gros sel dans les marinades pour les fabriquer, donc c'est des aliments qui demeurent très salés également. Tout ce qui est repas congelés, aliments fast-food, là-dessus, probablement que je vous apprends rien. Donc, les croquettes de poulet, les ailes de poulet, la pizza, les bâtonnets de fromage pané. Donc, tout ce qui est des aliments de type fast-food, surgelés ou mets chinois, c'est des aliments qui sont souvent très riches en sel.
Pour certaines grignotines, ça aussi, je ne vous l'apprends probablement pas, mais tout ce qui est croustilles, chips, noix salées, graines de tournesol, c'est plutôt d'essayer d'aller chercher des versions, là, par exemple, pour les noix, d'aller chercher des noix non salées, pour les craquelins, d'aller chercher des craquelins réduits en sodium. Donc, c'est des choses à vérifier aussi. Certaines boissons, comme les jus de tomates, les jus de légumes, les boissons pour sportifs aussi, qui sont souvent riches en minéraux. Il y a certaines eaux minérales qui contiennent quand même plus de 20 mg de sodium par litre, qui sont des eaux quand même relativement salées. Donc, pour les jus de tomates, les jus de légumes, il y a toujours les versions réduites en sel qui sont possibles, ou sinon, ben, c'est d'apprendre là à les faire soi-même, par exemple, ou quand on en prend, c'est plutôt y aller avec modération à ce moment-là. Donc, pour les étiquettes, ici, j'ai mis un exemple d'une étiquette nutritionnelle sur un produit. Donc, vous avez en haut, là, la valeur nutritive pour 3/4 de tasse. Donc, 3/4 de tasse, c'est pas nécessairement la portion que je dois consommer, mais c'est la portion pour laquelle l'étiquette a été fabriquée. Donc, par exemple, pour ça ici, pour 3/4 de tasse de ce produit-là, je retrouve 2 mg de sodium. Donc, ça à côté, on voit le pourcentage. Donc, le pourcentage indique le pourcentage de ma valeur quotidienne que je dois consommer en sodium par jour. Pour un produit qu'on dit faible en sodium, on essaye d'aller chercher un produit qui contient moins de 6 ou qui m'apporte moins de 140 mg de sodium par portion. Donc, ici, on a juste 2 mg de sodium. C'est un produit qui est non salé. Pour un produit qu'on trouverait modéré en sodium, donc on essaie d'aller chercher là, entre 6 et 10 maximum ou entre 140 et 240 mg par portion. Donc, pour ceux qui ne sont pas insuffisants rénaux, vous pouvez toujours déjà commencer. En fait, la population générale devrait apprendre à manger moins salé dans sa journée. Donc, pour tout le monde, de respecter des produits qui contiennent entre 6 et 10 maximum de sodium par portion, je pense que ce serait déjà un bon début. Pour les gens qui souffrent d'insuffisance rénale, plus ou moins sévère, on suggère d'aller chercher vraiment à ce moment-là des produits en bas de 6 de sodium. L'insuffisance cardiaque, donc on a vu un petit peu plus tôt que le dépôt d'immunoglobuline dans le tissu cardiaque peut amener à long terme de l'insuffisance cardiaque. Donc l'insuffisance cardiaque, qu'est-ce qui arrive? En fait, il y a une image en bas ici d'un cœur qui a une carapace d'escargot, donc ça signifie que le cœur il est fatigué, il y a de la difficulté à pomper. Donc l'insuffisance cardiaque, c'est lorsque le cœur ne réussit pas, soit à cause d'une atteinte de son muscle ou alors un problème avec les valves, à pomper suffisamment de sang pour que le sang circule dans le corps au complet. Donc, ce qui arrive avec ça, c'est que le cœur a une capacité de pompage qui est diminuée. Il doit travailler toujours plus fort que les autres pour amener le sang là, dans toutes les extrémités du corps humain. Donc, le problème avec ça, c'est que plus la personne va manger salé et va boire du liquide, plus il va retrouver dans son sang une grande quantité d'eau. Donc, pour le cœur, ça fait encore plus de travail à faire. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les gens qui souffrent d'insuffisance cardiaque doivent réduire leur apport en sodium et en liquide pour éviter d'avoir une surcharge de liquide et de faire trop travailler le cœur. Donc, comme pour l'insuffisance rénale, les apports en sodium, on vient de les voir, c'est la même chose. Et je passe maintenant un petit peu des idées là, pour comment apprendre à réduire son apport en liquide. Donc, c'est sûr que pour quelqu'un qui a toujours soif, l'idéal, c'est vraiment de s'hydrater là, avec des petites gorgées à la fois. Pardon, d'éviter là, de caler là, des grands verres de liquide. Pour ceux qui sont des mangeurs de soupe à chaque repas, qui commencent toujours le repas avec de la soupe, soit on la fait plus épaisse, à ce moment-là, on met beaucoup de légumes, on met beaucoup de stock là, dans la soupe pour essayer qu'il y ait le moins de bouillon possible, ou alors c'est vraiment d'éviter de consommer de la soupe à chaque repas, de plutôt se faire une assiette de crudité ou une salade si on veut commencer par une petite entrée, mais c'est sûr que la soupe, le bouillon de la soupe va compter là, dans les liquides. Pour les breuvages, on suggère de prendre des plus petites tasses ou des plus petits verres. Donc, c'est plus encourageant de prendre un petit verre plein qu'un très, très grand verre vide. On remplace aussi les jus de fruits. Pour ceux qui boivent des grandes quantités de jus de fruits, c'est plutôt d'essayer de consommer des fruits frais. Par exemple, le matin, au lieu de prendre un grand verre de jus d'orange, ça peut être juste de prendre une orange ou de prendre une banane, par exemple. Limiter la quantité de gruau. Le gruau, très, très liquide. C'est sûr qu'un gruau qui est très épais, là,
c'est moins problématique, mais des gruaux qui sont plus liquides, le lait dans les céréales aussi, c'est des choses qui comptent. La quantité de sauce qu'on met dans les mets également. Il faut savoir que la sauce aussi, non seulement c'est comme un liquide, mais c'est aussi très salé souvent. Donc, ça peut amener de la rétention d'eau également. Et pour ceux qui ont beaucoup de médicaments à prendre, bien, c'est sûr que si à chaque fois on prend notre médicament avec un verre d'eau, donc en bout de ligne, on peut consommer facilement là, 1 litre d'eau là, juste avec notre médication. Donc, soit qu'on le prend par exemple avec de la compote ou avec un aliment ou avec une petite cuillerée de pudding à ce moment-là pour l'avaler, pour éviter de consommer trop de liquide. Pour les gens qui ont très, très soif, comment on peut faire pour réduire l'apport en liquide? On suggère de grignoter entre les repas. On peut congeler des fruits, par exemple du melon d'eau ou des raisins, les framboises, les bleuets, puis les grignoter entre les repas. Ça peut être aussi les légumes qui contiennent beaucoup d'eau, comme du concombre, du céleri. Donc, souvent, ça peut aider là, à étancher la sensation de soif. Croquer des morceaux de glace aussi, boire de l'eau citronnée parce que en fait, l'eau citronnée va stimuler un peu la production de salive. Donc, en ayant plus de salive dans la bouche, on a moins l'impression que la soif est importante. On peut mâcher de la gomme, on peut se rincer la bouche aussi plusieurs fois par jour. Donc, je ne passerai pas ça au complet avec vous. Vous allez avoir accès à la présentation plus tard. Donc, vous pourrez les regarder là vous-même. Maintenant, je m'attaque un petit peu aux effets secondaires communs là, liés aux agents de chimiothérapie. Donc, on va les voir. Le premier effet secondaire que je vous présente, on appelle ça de l'anorexie. Donc, l'anorexie, c'est une perte d'appétit, mais qui est involontaire. Donc, exemple, une personne qui a une grande perte d'appétit, je vais la voir dans sa chambre à l'hôpital et je lui propose son repas préféré et elle ne voudra même pas le manger. C'est un peu comme un symptôme. Admettons que vous allez faire l'épicerie le ventre plein, ben vous avez comme moins le goût souvent on dit aux gens qui veulent faire attention à ce qu'ils achètent à l'épicerie, c'est toujours d'aller à l'épicerie avec le ventre plein pour justement avoir moins la tentation d'acheter toutes sortes de choses. Mais une personne qui souffre d'anorexie profonde, elle n'a jamais faim. Donc pour elle, ce serait comme toujours d'aller faire l'épicerie avec le ventre plein au lieu du ventre vide. Donc rien ne nous tente, même si on vous propose le meilleur repas de la terre, ça ne nous tente pas, on ne ressent pas la faim. Donc, c'est sûr qu'en chimiothérapie, il demeure important qu'il faut quand même manger. Donc, on suggère de fractionner les repas, au lieu d'attendre le dîner ou le souper, d'essayer de manger un peu moins au repas, mais de se garder pour des collations dans la journée, se garder de la place pour des collations. Essayez d'éviter de prendre des liquides non nutritifs près d'un repas. Quand je parle de liquides non nutritifs, ce serait par exemple du thé ou du café. Donc, les gens qui boivent des grandes quantités de thé ou de café au repas, les liquides prennent beaucoup d'eau dans l'estomac, prennent pas beaucoup d'eau dans l'estomac, prennent beaucoup d'espace dans l'estomac et amènent une sensation là, de satiété, donc une impression que l'estomac est rempli beaucoup plus facilement aussi. Donc, on essaie de les prendre un peu après. Pour l'alimentation, pour les gens qui ont très peu d'appétit, mais souvent ce que je dis à mes patients, c'est le peu qu'on doit manger, il faut que ce soit le plus payant possible. Donc, on essaie d'aller chercher une alimentation qui demeure riche en énergie et en protéines. Donc, dans le moins de bouchées possible, il faut que ce soit le plus payant. C'est sûr que si on n'a pas faim et on passe tous nos repas à manger une soupe poulet et nouilles, par exemple, avec 2 biscuits soda, ça n'apportera pas tant de calories ni de protéines là, à la fin de la journée. Donc, c'est des petits trucs là, qu'on essaye de mettre en œuvre. Puis on évite de boire là, une demi-heure avant les repas, justement pour éviter de se remplir trop l'estomac avant le repas. La dysgeusie, en fait, c'est une altération du goût. Donc, il y a plusieurs médicaments qui traitent les cancers qui peuvent amener une perturbation du goût. Donc, il y en a qui ressentent un espèce de goût métallique dans la bouche. D'autres vont ressentir très, très fortement les aliments sucrés et vont avoir un dédain du sucré. D'autres vont ressentir les aliments de façon plus amère. D'autres vont ressentir une sensation d'aliments très fades en bouche. Donc, les aliments ne goûtent rien, c'est pas bon. J'ai des patients qui m'ont déjà dit que tout goûtait le carton, qui ont l'impression de manger du carton, qu'il n'y a rien qui goûte bon. Donc, la dysgeusie, c'est un problème qui est fréquent là, en oncologie. Donc, nous, ce qu'on suggère, c'est d'essayer d'avoir une très belle hygiène buccale. C'est sûr qu'une bouche qui n'est pas souvent lavée, les dents qui ne sont pas souvent brossées, la langue non plus, bien souvent, ça, le mauvais goût va persister en bouche. Donc, d'essayer d'avoir une bonne hygiène buccale, idéalement avant chaque repas. Donc, on essaie de se brosser les dents avec une brosse à dents à poil doux, en fait, pour ne pas irriter trop la bouche,
de se rincer la bouche régulièrement avec de l'eau salée ou de l'eau citronnée. On évite les rince-bouches avec alcool parce que, par exemple, le Scop ou le Listerine, parce qu'à long terme, les rince-bouches avec alcool comme ça vont irriter la muqueuse puis peuvent causer de la douleur ou d'autres problèmes. Donc, on y va vraiment avec de l'eau un peu salée ou de l'eau minérale. Pour les gens qui ont le goût de métal en bouche, souvent on suggère d'utiliser des ustensiles de plastique. Ça paraît un peu niaiseux, mais le simple fait souvent d'avoir un ustensile de métal dans une bouche qui goûte le métal, ça va exacerber cette sensation-là. Donc, utilisez des ustensiles de plastique pour diminuer le goût métallique. De commencer les repas avec des fruits frais aussi, les fruits surtout qui apportent beaucoup de jus, par exemple un morceau de melon ou des raisins, ben, pour essayer de stimuler un peu la production de salive puis d'avoir un bon petit goût sucré en bouche. On essaye aussi le plus possible de favoriser vos aliments préférés. C'est sûr quand on a moins bon goût dans la bouche, c'est plus agréable quand on reconnaît la recette et qu'on sait qu'habituellement on aime ça. Et on suggère là, de rehausser la saveur des aliments avec des assaisonnements, donc du pesto, des huiles aromatisées par exemple. Pour la xérostomie, en fait, la xérostomie, c'est une sécheresse de la bouche et des muqueuses. Donc, beaucoup de patients peuvent prendre la médication qui amène une sécheresse de la bouche. Donc, pour vous donner l'exemple de c'est quoi la xérostomie, imaginez-vous là, la nuit, là, quand on a le rhume, on se réveille le lendemain matin, on avait dormi la bouche ouverte, la bouche est pâteuse, les sécrétions sont collantes, on a l'impression que la langue est râpeuse. Donc, c'est très difficile pour ces patients-là. Puis pour ceux qui éprouvent la xérostomie et qui doivent faire attention à la quantité de liquide qu'ils doivent prendre dans leur journée, je vous dis que c'est pas toujours facile parce que ces gens-là ont toujours tendance à boire et à boire et à boire. Et si on doit réduire la quantité de liquide dans la journée, bien, ça peut devenir problématique. Donc, la même chose, un peu comme pour la dysgeusie, c'est d'avoir une hygiène buccale qui est quand même régulière aussi, de prendre des petites gorgées de liquide entre les bouchées, de favoriser les aliments qui contiennent de la sauce, de la crème, qui sont un peu plus gras, qui contiennent du beurre, parce qu'ils vont plus humecter la bouche. Ça va être plus facile à avaler, par exemple, que du poulet là, qui aurait cuit sur le barbecue et qui est très, très sec. On suggère de mâcher de la gomme sans sucre, des petits bonbons au citron ou à la menthe pour stimuler la production de salive. Au besoin, on peut aussi utiliser là, de la salive artificielle. Donc ça, vous pouvez en parler avec votre pharmacien. Il existe des produits là, avec salive artificielle qu'on appelle Moistir, par exemple, qui est comme un vaporisateur là, de salive et qui reste plus longtemps en bouche là, que du liquide. Et il y a des comprimés aussi pour la nuit qui se vendent pour ceux qui ont beaucoup de xérostomie la nuit. Vous pouvez toujours en parler avec votre pharmacien, mais c'est des comprimés là, qu'on colle sur les dents et qui vont se dissoudre tranquillement pendant la nuit et garder là, la sensation de bouche le plus humectée. Là. Donc, c'est des choses à discuter avec votre équipe traitante. Pour ce qui est des nausées et vomissements, donc un effet secondaire très, très commun là, en oncologie. Donc, alors j'ai une photo ici de quelqu'un qui a le mal de mer ou qui a une indigestion. Donc, c'est pas facile de s'alimenter quand on est atteint de nausées et de vomissements. Heureusement, souvent dans le traitement du myélome, ces effets-là ne seront pas très longs, vont souvent être passagers durant quelques jours, tout au plus, et ensuite l'appétit revient, donc heureusement. Mais pour d'autres patients qui ont d'autres types de cancers à traiter, par exemple, les nausées et vomissements là, peuvent être vraiment sur du long terme et amener une bonne perturbation là, des apports alimentaires. Donc, nos conseils à ce moment-là, c'est d'essayer de manger des aliments qui sont plutôt froids, qui ont peu d'odeur, de favoriser là, justement des petites portions, mais fréquemment. D'essayer de bouger aussi après les repas. C'est sûr que si on va tout de suite se coucher, on risque d'avoir un peu les aliments dans l'estomac, de plus les ressentir, mais on peut faire une petite marche, ça aide à la digestion aussi. On essaye d'attendre aussi un petit 30 minutes là, avant de se coucher pour éviter que les aliments remontent et favorisent, par exemple, l'acidité gastrique. Ça aussi, ça peut donner mal au cœur. De manger des aliments qui sont salés. Attention pour ceux qui doivent faire attention à leur apport en sodium, mais pour ceux qui n'ont pas de problème avec le sodium mais qui ont beaucoup de nausées, ben de manger un peu de fromage ou de manger des noix, là, c'est aidant. De grignoter aussi entre les repas, puis toujours parler avec votre avec votre équipe traitante là, pour ajuster la médication là, si vraiment ça devient très, très incapacitant. Pour ce qui est de la constipation maintenant, donc la constipation, on sait ce que c'est une diminution de la fréquence des selles ou des selles qui sont plutôt sèches et dures.
Donc, à ce moment-là, c'est d'essayer d'augmenter notre apport en fibres, donc d'essayer d'aller chercher des aliments qui sont plus riches en fibres, comme les fruits frais avec la pelure, par exemple, les fruits séchés, les légumes crus, les céréales et les pains en grains entiers, les noix. D'essayer de consommer du son de blé, donc on peut en mettre dans nos céréales le matin, sur des muffins, dans des smoothies, sur du yogourt, par exemple. De choisir des aliments qui sont riches en fibres. Donc, si vous retournez un peu plus tôt dans la présentation avec l'étiquette nutritionnelle, vous avez toujours la quantité de fibres qui est inscrite aussi sur l'étiquette. Donc, c'est de choisir des aliments qui contiennent au moins 4 grammes de fibres par portion. Donc, ça peut être un petit truc là, pour vous aider à aller chercher des aliments plus riches en fibres. De boire aussi, on dit 1,5 litre à 2 litres de liquide par jour. On dit que la moitié des breuvages devrait être de l'eau. C'est sûr, si on boit 2 litres de café par jour, le café, c'est plutôt déshydratant. Donc, ça aidera pas tant que ça. Donc, d'essayer de consommer de l'eau plus que des breuvages non nutritifs, comme le thé et le café. Pour les gens qui n'ont jamais essayé, le jus de pruneau, ça peut être efficace aussi pour la constipation. De faire de l'exercice, donc de ne pas hésiter à marcher, à bouger, à essayer de stimuler un peu nos muscles intestinaux. Là, c'est plutôt que de rester assis ou couché, c'est beaucoup plus facile. Et si vraiment le problème est très, très sévère et persiste, de discuter avec votre pharmacien là, pour une prescription de laxatif là, doux à ce moment-là. Quand est-ce qu'on s'inquiète en nutrition, en fait, lorsque notre patient n'est pas capable de s'alimenter, donc il y a une absence d'ingestion d'aliments ou de breuvages dans les derniers 24 heures, ça peut être un signal d'alarme. D'aliments, moins pire, mais de breuvages. Là, vraiment, quand la personne n'est plus capable de s'hydrater là, depuis au moins 24 heures, souvent c'est un signe un peu d'alarme. Quand la personne n'est plus capable d'accomplir ses activités quotidiennes à cause des effets secondaires, que la personne démontre des signes de déshydratation. Donc, souvent, ça peut être causé par des vomissements ou des diarrhées abondantes. Donc, c'est une problématique urgente aussi. Et quand on observe une perte de poids là, qui est constante dans les dernières semaines, des fois, ça peut être un signal d'alarme. Donc, ça serait d'en parler avec votre équipe traitante. Je ne sais pas si vous avez des infirmières pivots, mais quand il y a un de ces symptômes-là, c'est de ne pas tarder à consulter pour justement éviter la déshydratation et la dénutrition. Beaucoup de patients atteints de myélome utilisent des corticostéroïdes. Donc, l'utilisation des corticostéroïdes dans le traitement du myélome peut apporter différents problèmes. C'est plus au niveau de l'appétit. Souvent, ça stimule beaucoup, beaucoup, beaucoup l'appétit. Donc, les gens se mettent à manger énormément et parfois, cela peut amener aussi un gain de poids important. Pour les gens qui sont atteints de diabète, ça peut débalancer un diabète préexistant ou pour d'autres personnes, ça peut faire monter les glycémies. Donc, les personnes qui ont un pré-diabète, ça peut des fois faire en sorte là, que le diabète se manifeste à ce moment-là. Et l'utilisation des corticostéroïdes aussi peut amener une rétention d'eau et de sodium. Donc, pour les gens qui sont atteints d'insuffisance rénale et d'insuffisance cardiaque, mais c'est sûr que tout ça est à surveiller. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour éviter les hyperglycémies? En fait, si on vous prescrit des corticostéroïdes, la première chose que vous pouvez faire pour faire attention, si on veut, c'est d'éviter en premier les sucres qu'on dit concentrés. Donc, quand on parle de sucre concentré, on parle de tout ce qui est sucre blanc, cassonade, miel, mélasse, sirop d'érable, du caramel, par exemple, Nutella sur les toasts le matin, les confitures, les marmelades, les bonbons, guimauve, boissons gazeuses régulières, les jus de fruits qui sont très sucrés également, les puddings sucrés, les yogourts sucrés, la compote de fruits sucrés et évidemment les gâteaux style pâtisserie, tarte, gâteau, muffins, etc. Donc, de commencer par éliminer les grandes sources de sucre dans l'alimentation avec la prise de corticostéroïdes, ça peut aider déjà à avoir des plus belles glycémies. Pour aussi éviter là, des trop grosses glycémies, des trop hautes glycémies, pardon, c'est d'essayer de consommer au moins 3 repas par jour, puis on dit à des heures régulières. Donc, quand je dis à des heures régulières, on n'est pas obligé d'être cédulé comme une horloge suisse, mais vraiment d'essayer de respecter un 4 à 6 heures entre les repas. Donc, des repas qui sont trop rapprochés ou des repas qui sont éloignés, ça nuit à la gestion des glycémies à ce moment-là. Puis pour les patients diabétiques qui prennent de la médication ou qui prennent de l'insuline, c'est pas l'idéal non plus parce qu'il y a de la médication ou de l'insuline qui peuvent se chevaucher et apporter des problèmes. Donc, on respecte un 4 à 6 heures entre les repas. On évite de sauter des repas. Si vraiment on n'a pas d'appétit, qu'on n'a pas le goût de manger, ben, c'est de se forcer quand même à prendre une petite collation non sucrée, mais avec des protéines aussi.
Essayez d'avoir une bonne variété d'aliments dans l'assiette. Donc, je vous parlais tantôt de l'exemple de la soupe poulet nouilles avec un morceau de fromage puis un petit biscuit. C'est souvent pas assez suffisant, là. C'est d'essayer quand même d'avoir au moins 3 des 4 groupes alimentaires dans l'assiette, puis en quantité quand même importante, avec toujours un apport protéique également. Donc, quand je parle d'apport protéique, je parle de viande, volaille ou poisson, fruits de mer, des noix, du fromage, des légumineuses, des œufs, par exemple. Donc, d'essayer de forcer quand même pour avoir là, une source de protéines et de respecter un peu l'assiette santé. Donc, je vous ai mis ici l'assiette santé de l'Université Harvard à Boston. Donc, en fait, on voit là, dans notre assiette, on devrait séparer là, notre assiette en 4 parties. Donc, on voit que la plus grande partie de notre assiette devrait être composée de légumes. La seconde moitié est encore divisée en 2, donc le quart de notre assiette devrait être des protéines qu'on dit santé, donc du poisson maigre, de la volaille, des légumineuses, des noix. On fait attention à la viande rouge aussi, les charcuteries, on évite. On peut consommer aussi des protéines végétales comme du tofu ou des dérivés là, de soya. Le quart de l'assiette, l'autre quart de l'assiette devrait être composé d'un féculent, mais idéalement d'un féculent complet, donc du riz brun, du pain de blé, des pâtes à grains entiers. On essaie d'éviter là, les céréales raffinées comme le riz blanc, le pain blanc. Euh, c'est plutôt favoriser les grains entiers à ce moment-là. Et l'autre moitié de notre assiette est composée là, de fruits et de légumes. Donc, quand on n'a pas trop d'appétit, ben, c'est quand même d'essayer de regarder cette assiette-là puis d'essayer de composer une assiette qui va ressembler à ça un peu, mais peut-être dans des portions moindres là, si l'appétit est moins là, mais quand même d'essayer d'avoir un bel équilibre là, dans l'assiette. Ça va aider là, la gestion des glycémies et du diabète là, pour ceux qui en sont atteints. Il y a certains médicaments, comme par exemple le Velcade, qui peuvent amener des interactions là, médicaments et aliments, mais comme je vous dis, je vous parle juste du Velcade aujourd'hui car je ne connais pas les autres médicaments pour le myélome là, en détail. Donc, ce que je sais, et j'ai discuté avec la pharmacie ici, ce qu'on dit, nous, à nos patients, c'est de ne pas prendre de jus de pamplemousse, d'éviter de prendre des produits de santé naturelle, de ne pas prendre de multivitamines, d'éviter de prendre du thé vert aussi parce que ça peut nuire, ça peut interagir avec le Velcade et nuire au traitement, et d'éviter de prendre des grands suppléments là, de vitamine C en très forte dose. Donc, pour le reste, on peut quand même avoir une alimentation qui est normale. Et de façon générale, en chimiothérapie, bien, on évite de consommer tout ce qui est viande, volaille et poissons crus, comme par exemple les sushis, les tartares, la viande qui serait mal cuite, par exemple, les fruits de mer crus comme les huîtres, les œufs crus également, donc de consommer des œufs qui sont cuits et de penser toujours à laver adéquatement les fruits et légumes là, avant de les consommer pour éliminer le plus possible là, les bactéries ou les moisissures qui pourraient y avoir à la surface du fruit. Donc, c'est vraiment très bref, mais en gros, c'est les recommandations que dans le CHU de Québec on donne à nos patients en chimiothérapie. Maintenant, je vous parle un peu de la greffe de la moelle osseuse. Donc, qu'est-ce que c'est que la greffe de moelle et pourquoi on fait ça? Donc, en fait, on a 2 types de greffes. On a l'autogreffe et on a l'allogreffe. Donc, on va voir un petit peu plus tard la différence entre les deux. Dans le traitement du myélome, c'est rare que les patients atteints de myélome vont se rendre à l'allogreffe. On va plutôt favoriser chez eux des autogreffes de moelle osseuse. Donc, les greffes, ça a commencé dans les années 30, donc à la fin, au début des années 40, en 1939. C'était un patient qui a reçu la moelle osseuse de son frère, là, le patient était atteint d'une maladie qu'on appelle l'aplasie médulaire et il a reçu l'injection intraveineuse de la moelle de son frère. Actuellement, dans l'ère moderne, donc on a développé des nouvelles techniques de greffe, des nouveaux protocoles, des traitements de soutien. Il y a beaucoup plus de soutien autour de nos patients aussi. Donc, ce qui fait qu'on a des hauts taux de réussite pour les patients greffés et de plus en plus de traitements là, de patients qui sont traités par année. Donc, on dit entre 30 et 45 000 autogreffes dans le monde et autant d'allogreffes aussi au niveau mondial. Donc, ça fait quand même beaucoup de greffés là, sur la planète. Et nous, dans le CHU de Québec, on greffe environ 100 de patients par année là. C'est pas vrai, je voulais pas dire dans le CHU de Québec, en fait, je voulais dire à l'Hôtel-Dieu de Québec, parce qu'on est 2 hôpitaux
dans le CHU de Québec qui greffons. Donc, pour l'Hôtel-Dieu de Québec, on dit une centaine de patients par année. Et à l'hôpital L'Enfant Jésus de Québec, ils traitent aussi une centaine de patients, une centaine de greffes par année. Donc, en fait, dans le CHU de Québec, ce serait plutôt 200 greffes par année là, que je voulais écrire. C'est une petite faute de ma part. Pardonnez-moi. Donc, l'autogreffe, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est que le donneur de la moelle est aussi le receveur. Donc, la personne atteinte de la maladie va, à un moment ou un autre dans son processus de traitement, faire ce qu'on appelle une collecte de ses cellules souches. Donc, on va lui prélever là, des cellules qui sont en fait les cellules des cellules de moelle osseuse qui vont reconstruire la moelle osseuse du patient après la chimio. Et le donneur va aller se faire prélever ces cellules souches et on va les congeler jusqu'au jour de sa greffe. Donc, le but de l'autogreffe, c'est de traiter les maladies par une forte dose de chimiothérapie. Donc, en fait, le but de l'autogreffe, c'est pas tant la greffe elle-même, mais c'est plutôt de pouvoir donner une grosse chimiothérapie de traitement. Le principal effet secondaire, c'est que cette chimiothérapie-là va endommager de façon très importante la moelle osseuse du greffé. Donc, voilà pourquoi on redonne des cellules souches par la suite pour que les cellules souches puissent reconstruire au complet le système hématopoïétique, donc le système sanguin du patient. Donc, les cellules de greffe, lorsqu'on les infuse, vous avez une photo ici à droite d'un patient qui reçoit sa greffe. Alors, on voit que ça ressemble finalement à un don de sang. Donc, on lui réinfuse ces cellules souches et les cellules vont aller se cacher là, dans la moelle osseuse et on va recommencer à refabriquer les globules blancs, les globules rouges, les plaquettes, etc., etc., etc. Donc, c'est vraiment comme un don d'organes, mais qui ressemble beaucoup à un simple don de sang. Donc, quelle est l'importance de l'alimentation durant la greffe? Bien, c'est sûr que c'est un traitement qui est quand même un gros traitement qui peut avoir aussi plusieurs complications médicales et nutritionnelles. Donc, on sait que un patient qui a un bon état nutritionnel au moment de la greffe, on arrive à prévenir la malnutrition durant l'hospitalisation. La personne avec un bon état nutritionnel va mieux gérer les effets secondaires. On sait que la greffe elle-même va amener une augmentation des besoins en énergie et en protéines de 30 par rapport à d'habitude. Donc, souvent, moi, je dis à mes patients, vous avez l'impression que vous faites rien, que vous êtes dans la chambre d'hôpital et que vous bougez pas beaucoup comparé à quand vous êtes à la maison, mais dites-vous qu'à l'intérieur de vous, il se passe plusieurs choses et que votre corps a besoin du petit supplément de protéines et d'énergie là, qu'on peut lui donner. Donc, c'est un traitement qui amène une augmentation de vos besoins. L'alimentation va aussi aider à favoriser la réparation des tissus qui vont être endommagés par la chimio. Et un bon état nutritionnel va aider aussi à favoriser une bonne prise de greffe. Donc, quand je dis une bonne prise de greffe, c'est vraiment le greffon là, qui se loge dans la moelle osseuse et qui va recommencer à produire les cellules souches. Normalement, ça arrive 10 à 14 jours après la journée de la greffe. Ça peut être plus long dans certains cas, plus rapide dans d'autres, mais en général, une personne qui a un bel état nutritionnel, là, ça va se faire là, dans les temps de façon intéressante. L'autre problématique qu'on retrouve en greffe de moelle, c'est que le patient, par la chimiothérapie, va se retrouver en neutropénie. Donc, qu'est-ce que la neutropénie? En fait, c'est un trouble hématologique qui se caractérise par un taux anormalement faible dans le sang d'un type de globules blancs qu'on appelle les neutrophiles. Donc, les neutrophiles, qui sont-ils? Ce sont nos globules blancs. En fait, ce sont la première ligne de défense contre les infections et les bactéries. Donc, je fais souvent l'analogie d'une armée, par exemple, dans notre corps, et les neutrophiles seraient là, la première ligne en avant de défense là, contre les bactéries et les virus. Donc, ils sont très sensibles à la chimiothérapie et la chimiothérapie va les tuer, malheureusement, eux aussi, de façon très importante. Donc, les patients vont se retrouver avec pratiquement 0 neutrophile dans le sang. Donc, peuvent être atteints là, durant le processus de greffe, peuvent être en contact avec des bactéries, des virus ou des moisissures et avoir de la difficulté à se défendre. Donc, avec l'infusion du greffon, notre greffon va recommencer à produire les neutrophiles après, comme je vous dis, après 10 à 14 jours environ. Donc, mais pendant le temps où on n'a pratiquement pas de neutrophiles, on appelle ça la neutropénie.
Donc, c'est vraiment une atteinte de notre système immunitaire. C'est pour ça que l'alimentation en neutropénie est importante, parce qu'on essaye de prévenir les infections d'origine alimentaire. Donc, ici, je vous mets la liste dans le CHU de Québec, en fait, les aliments qui sont interdits là, durant la neutropénie. C'est pas une alimentation qui est à respecter tout le long de sa vie après la greffe. C'est vraiment durant la période de neutropénie. Donc, tout ce qui est viande, volaille, poisson, fruits de mer, les œufs, la saucisse, le bacon, qui serait cru ou cuit insuffisamment. Donc, encore là, sushi, tartare, les huîtres, les fruits de mer mal cuits. On fait très attention, ce n'est pas permis. Il n'y a aucune charcuterie là, qui est permis là, sur l'étage durant la neutropénie, sauf par exemple si on les cuit, comme par exemple un morceau de pizza avec du pepperoni qui aurait cuit. Il y aurait moins de danger là, qu'un sous-marin, par exemple. Aucun poisson ou viande fumée, les bâtonnets de type jerky non plus. Le tofu cru, c'est quand même rare que les gens mangent ça, mais des fois dans les smoothies, là, les gens veulent faire des smoothies avec du tofu non pasteurisé, ça c'est pas permis. Les produits laitiers au lait cru, comme du lait cru, des fromages au lait cru, des yogourts non pasteurisés, les fromages bleus, les fromages à pâte molle, les vinaigrettes à salade, par exemple, qui contiendraient des œufs crus, les fruits et légumes crus ou congelés, mais non lavés. En fait, depuis peu, on permet, vous avez peut-être connu des gens qui ont eu une greffe de moelle osseuse et qui ne pouvaient pas manger de fruits et des légumes crus. Depuis peu de temps, maintenant, on les permet durant la neutropénie, mais on demande à ce qu'ils soient très, très, très bien lavés avec de l'eau embouteillée là, pour prévenir là, justement la contamination, et on demande de les peler aussi durant l'hospitalisation. On évite de consommer des fruits séchés, sauf ceux qui auraient cuit, par exemple, dans une préparation comme un pain au raisin ou un muffin, par exemple. On évite de consommer du miel ou des jus là, non pasteurisés. Et pour les patients qui ont des puits à la maison, en fait, c'est sûr qu'à l'hôpital, nos patients reçoivent tous de l'eau embouteillée, mais pour les gens, par exemple, qui seraient en neutropénie à la maison, ben l'eau de puits n'est pas conseillée du tout. Donc, on demande de faire bouillir là, 15 à 20 minutes l'eau et consommer là, dans les 48 prochaines heures. Donc, je termine rapidement, je vois le temps qui avance. Donc, je vais vous parler un petit peu de malnutrition. Ça paraît drôle un peu, mais il faut savoir que dans les hôpitaux au Canada, il y a 45% des patients hospitalisés qui souffrent de malnutrition. Donc, les nutritionnistes, on est là justement pour dépister la malnutrition et la traiter. Donc, qu'est-ce que la malnutrition peut amener à long terme comme conséquence? Bien, peut amener de la perte de poids, ça c'est sûr, mais peut causer des interruptions de traitement, peut diminuer la qualité de vie et peut diminuer aussi le taux de survie. Donc, une personne qui serait fortement dénutrie peut voir là, son taux de survie après cancer fortement diminuer là, juste par l'état nutritionnel. Donc, c'est important de prévenir la malnutrition. Et pourquoi on veut prévenir la malnutrition? Mais en premier lieu, c'est pour améliorer les capacités fonctionnelles. Donc, c'est pour permettre aux gens d'avoir de l'autonomie. Moi, je donne souvent l'exemple, j'ai un patient qui était rentré à l'hôpital pour une greffe, qui avait un très fort excédent de poids. Le monsieur était bien content de pouvoir perdre du poids à l'hôpital, croyait que ça allait être bon pour lui, puis qu'il pouvait s'en permettre parce qu'il avait donc des réserves. Le monsieur est sorti de l'hôpital après 1 mois après sa greffe. Il avait toujours sa petite bedaine de bière, mais il n'avait pratiquement plus de jambes et il était obligé de se déplacer avec une canne. Monter des escaliers pour lui était pénible et il avait la difficulté là, à se mobiliser. C'était une personne qui avait à peine une 50aine d'années et qui était très sportive par le passé. Alors, c'est pour vous montrer que la perte de poids qu'on a à l'hôpital n'est jamais de la perte de masse grasse, mais vraiment de la perte de masse musculaire. Et ça, c'est très mauvais pour accomplir nos activités de la vie quotidienne, que ce soit de monter les marches à la maison, que ce soit de jouer avec les enfants, que ce soit d'aller jouer au golf avec ses amis. Quand on se remet d'une hospitalisation qui est longue et qui nous a fait perdre du poids, ça va être plus difficile là, de reprendre notre mode de vie comme avant. Donc, on fait attention à ça. La malnutrition aussi, pourquoi si on est bien nourri, ben c'est sûr que ça améliore la tolérance au traitement, ça amène des fois moins d'effets secondaires également. Ça diminue le risque d'infection parce que ça stimule notre système immunitaire à reprendre plus vite et à se débarrasser là, des microbes opportunistes, et ça diminue la mortalité également. Donc, nos stratégies nutritionnelles, quand je parle à l'hôpital, ben c'est sûr qu'en traitement, on va essayer d'avoir une alimentation qui est plus riche en énergie.
Donc, d'essayer d'aller chercher des aliments qui contiennent plus de gras, plus de calories. Quand je dis plus de gras, je dis pas à mes patients de manger du fast-food 3 fois par jour et de manger tout ce qu'ils veulent parce que de toute façon, ils sont en graisse puis ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent. C'est pas ça du tout. On essaye quand même d'aller chercher des aliments qui sont sains, mais qui sont plus riches. Donc, pour quelqu'un qui est habitué à prendre des yogourts pratiquement à 0% de matière grasse, ben, ça peut être d'aller chercher des yogourts avec un peu plus de matière grasse, de rajouter de la crème ou du beurre ou de l'huile. Pour ceux qui prennent pas de beurre, ça peut être de rajouter de l'huile, de manger des avocats, de se mettre à manger des noix, des graines ou du beurre de noix pour aller chercher là une source de gras un peu plus importante dans l'alimentation. On suggère aussi aux patients d'avoir une alimentation qui est riche en protéines. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure, viande, volaille, poisson, c'est des bonnes sources de protéines. Pour ceux qui veulent plus se tourner vers des substituts végétaux, il n'y a aucun problème en greffe, donc de consommer du tofu ou des substituts de viande, de consommer des œufs, des noix, des graines, des légumineuses. C'est toutes des choses qu'on favorise là, également. Donc, d'avoir une source de protéines à chaque repas, c'est important. Et d'en inclure aux collations aussi, là, si on en a de façon insuffisante au repas, c'est de penser à prendre des collations avec des protéines. Donc ça va aider à reconstruire la masse musculaire et à reprendre un peu nos forces. Là. Pour ceux qui vont avoir à faire de la physiothérapie, par exemple, avec une alimentation qui est plus riche en protéines, ça va être plus facile aussi de faire les traitements de physio. L'alimentation après la greffe. Donc, nous, en nutrition, on voit toujours nos patients après qu'ils aient eu une autogreffe pour donner des recommandations. Donc, avec l'autogreffe, c'est des recommandations durant 3 mois après la journée de la greffe. Donc, on dit que c'est à peu près 100 jours. C'est sûr que je dis souvent à mes patients, c'est pas tant les aliments qui sont problématiques, mais c'est surtout comment on les manipule. Donc, c'est sûr que l'hygiène et la salubrité dans nos cuisines, c'est très important. Donc, de se laver les mains avant les repas, de faire attention à la contamination croisée, de laver les guenilles, les serviettes de table, les linges à vaisselle, de les laver régulièrement, de faire le ménage du réfrigérateur et du congélateur, de regarder les dates d'expiration de nos produits puis de jeter ce qui est plus bon. Donc ça, c'est vraiment important là, dans la cuisine à faire attention et pas juste pour les patients greffés, en fait, pour tous les patients qui sont en chimiothérapie, c'est des choses qu'on suggère là, pour éviter justement d'attraper un petit virus ou une bactérie là, qui serait présent dans les aliments. On évite aussi, comme je disais, les aliments qui sont plus à risque, donc les aliments qui ne seraient pas lavés, qui ne seraient pas assez cuits, qui seraient mal manipulés, par exemple, quelqu'un qui ferait décongeler une viande sur le comptoir alors qu'il fait 25 degrés Celsius dehors. C'est moins suggéré également. On suggère à nos patients aussi de consommer des produits laitiers pasteurisés, d'éviter les grandes sources de probiotiques. Donc, nous, on dit souvent le yogourt probiotique, les jus avec des probiotiques, c'est permis, mais on ne permet pas là, des probiotiques plus maison comme le kombucha ou les capsules de probiotiques comme Bioca et tout, parce qu'ils sont souvent des sources très, très concentrées là, de probiotiques et notre système immunitaire n'est pas encore assez au point pour avoir à gérer là, ces bactéries-là, même si elles sont des bonnes bactéries, ça demeure que c'est des bactéries et elles peuvent contaminer là, le patient s'il en consomme en trop grande quantité. Donc, c'est à éviter après une greffe. Et à la maison, mais ça se peut pour les gens qui ont eu des problématiques à l'hôpital de dénutrition ou de la difficulté avec leurs apports alimentaires durant la greffe, on peut leur suggérer de continuer à utiliser une alimentation riche en énergie et en protéines à la maison pour aider la prise de poids et l'augmentation là, de ses capacités fonctionnelles, donc de son autonomie à la maison. Donc, en conclusion, j'espère que je vous ai appris un petit peu sur l'alimentation et le myélome. Donc, en fait, il faut savoir que les apports alimentaires chez une personne atteinte de myélome peuvent être entravés, soit par la maladie ou soit par les effets secondaires qui seraient induits par les traitements. Retenez qu'un bon état nutritionnel permet de mieux supporter les traitements, de mieux se préparer à une éventuelle greffe de moelle et permet de conserver votre énergie. Donc, pour tout le monde ici, je pense que c'est quelque chose qui est important pour vous d'être capable de maintenir vos activités, de pouvoir continuer à voir vos amis, vos enfants, vos petits-enfants, de pouvoir assister à des événements comme les graduations ou les bals des finissants. Donc, c'est plate quand on manque beaucoup d'énergie à cause qu'on souffre de dénutrition. Donc, on essaye de contrer ça le plus possible et toujours se rappeler qu'en cas de besoin ou d'inquiétude qui concerne votre alimentation, il y a sûrement un nutritionniste qui œuvre en oncologie que vous pouvez rencontrer, ou alors c'est de passer par votre équipe médicale ou votre infirmière pivot pour avoir une référence là, en nutrition
et la nutritionniste pourra répondre à vos questions d'ordre plus personnel. Alors voilà, je vous remercie et je pense qu'on est prêt pour la période des questions. Oui, merci, merci Amélie pour cette excellente présentation. Alors, on a quelques questions ici. Alors, la première, je ne suis pas sûr si vous pouvez répondre à cette question, mais je vais la demander quand même. Qu'est-ce qui influence la montée de taux de créatinine et quoi faire pour le baisser? La créatinine, en fait, c'est un indicateur de la fonction rénale. Donc, il y a plusieurs choses qui peuvent faire monter la créatinine, dont certains médicaments, par exemple, comme le Lasix, qui peut être un médicament pour faire uriner, peut faire monter les taux de créatinine. Mais des fois, une augmentation de la créatinine peut être un signe de début d'insuffisance rénale. Donc, je ferai attention. C'est sûr que je discuterai d'abord avec mon médecin pour savoir est-ce que c'est quoi qui fait monter ma créatinine? Est-ce que c'est un médicament que je prends ou alors est-ce que c'est ma maladie? Mais on peut déjà commencer justement pour préserver la fonction rénale, d'adopter une alimentation qui serait peut-être vraiment plus faible en sodium et faire attention aussi à la quantité de liquide, donc de respecter 1,5 litre à 2 litres maximum de liquide par jour pour commencer. Mais si ça monte vraiment beaucoup, et c'est vraiment d'en parler avec l'équipe médicale là, pour savoir quelle est la cause et comment peut y remédier. Là. Mais souvent, c'est un signe là, de début de problème rénal, la créatinine. Merci beaucoup. Alors, on a une autre question. Est-ce que le taux de sodium dans le Perrier permet en boire sans problème? À mon souvenir, le Perrier est c'est une bonne eau. Ne contient pas trop de sodium, le Perrier, c'est une eau qui est permise. OK, merci. Alors, pendant qu'on attend pour d'autres questions, je rappelle à tout le monde que pour demander une question, vous allez sur votre panneau GoToWebinar, question, vous tapez la question et vous cliquez sur le bouton Send. Alors, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. On a quelques commentaires qui vous remercient. C'était une très intéressante présentation. Alors, on va donner... Plaisir. Alors, on va donner comme une autre minute juste pour voir s'il y a d'autres questions. J'aimerais juste rappeler ici aux gens que ma présentation, en fait, est la propriété du CHU de Québec et je demanderais de ne pas utiliser les diapositives pour faire de l'enseignement ou d'autres présentations à d'autres personnes, s'il vous plaît. Donc, vous pouvez vous baser sur les données qui sont inscrites sur l'information, mais de ne pas prendre la présentation intégrale, s'il vous plaît, pour la diffuser. OK, merci. Alors, on a d'autres questions. On parle ce soir de réduire le liquide, mais si les problèmes rénaux ne sont pas présents, est-ce qu'on peut prendre ce qui est souvent conseillé? C'est sûr que s'il n'y a pas de problèmes rénaux, l'hydratation est vraiment à volonté, là. Il n'y a pas de problématique. S'il n'y a pas de problème avec de l'insuffisance cardiaque ou de l'insuffisance rénale, il n'y a aucune restriction en liquide qui s'impose, là. OK, merci. On va passer à la prochaine question. Autre conseil pour augmenter l'apport calorique? Est-ce que tu peux répéter? J'ai mal compris. La personne demande pour avoir d'autres conseils pour augmenter l'apport calorique. L'apport calorique, en fait, les calories, il y a 3 choses qui fournissent des calories. Donc, on a les protéines. Donc, exemple, 1 gramme de protéines, ça me donne 4 calories. 1 gramme de sucre ou de glucides, ça me donne 4 calories. Et 1 gramme de gras va me donner 9 calories. Donc, c'est sûr que quand je veux augmenter mon apport calorique dans la journée, soit j'augmente mes protéines, mes glucides ou mes lipides ou tous ensemble. C'est sûr que d'augmenter les glucides, donc de manger de plus en plus de sucre, on sait que ça peut être problématique là, à long terme pour plusieurs problèmes de santé. Donc, on suggère vraiment la façon la plus payante d'augmenter ses calories, c'est d'augmenter son apport en matière grasse. Donc, d'aller consommer le plus possible des aliments qui sont riches en gras, mais qui sont riches en bons gras. Donc, quand je disais tantôt les noix, le beurre de noix, les produits laitiers, pour ceux qui consomment des produits laitiers, les produits laitiers plus riches en matière grasse aussi, ça va être des choses qui vont être plus payantes.
Mais d'avoir là des protéines, on essaie d'avoir à peu près un 20 grammes de protéines par repas au dîner-souper. Donc, d'aller chercher vraiment des protéines animales ou des protéines végétales, ça va aussi augmenter l'apport calorique. Mais si l'apport calorique est dû à une problématique, comme on a vu tantôt, soit de nausées, de vomissements, de perte d'appétit, de dysgeusie, ben c'est toujours se rappeler fractionner les repas en plusieurs petits repas, plusieurs collations nutritives par jour et d'essayer que ça soit le plus payant possible dans le moins de bouchées possible. Vous pouvez aussi faire appel à des suppléments nutritifs. Vous avez probablement déjà entendu parler des suppléments comme l'Ensure ou le Boost. C'est deux exemples, mais il en existe plusieurs dans le commerce. Il en existe actuellement aussi des suppléments qui sont plus d'ordre végétaux pour ceux qui ne veulent pas prendre de produits laitiers. Donc, c'est vraiment de regarder ça et de discuter avec votre nutritionniste ou votre pharmacien là, pour savoir quel est le supplément là, qui vous conviendrait le plus. Là. Mais ça serait une façon rapide d'aller chercher plus de calories. Là. OK, merci. On a deux autres petites questions. Est-ce qu'on peut changer son alimentation en prévention? En prévention du myélome? En prévention de quoi? C'est ça, ils ont pas, ouais. La question, est-ce qu'on peut changer son alimentation en prévention? OK. En fait, si on parle de changer son alimentation en prévention du myélome, non. Il n'y a aucun lien entre la nutrition et l'apparition du myélome multiple, malheureusement. C'est pas un cancer qui peut se prévenir comme des cancers, par exemple, digestifs ou des cancers du côlon, pour lesquels on peut faire des changements alimentaires et diminuer notre risque de cancer. Mais si vous parlez de la prévention pour l'insuffisance rénale ou l'insuffisance cardiaque, en fait, c'est deux problématiques là, qui sont causées vraiment par la sévérité de la maladie du myélome. Donc, c'est pas des choses qu'on peut nécessairement contrôler, mais je pense qu'en ayant une alimentation moins riche en sodium, pour tout le monde, en fait, ça peut aider. Et d'avoir une alimentation riche en fruits, en légumes, c'est aussi des choses qui peuvent aider là, à la rémission et au maintien d'un bon état nutritionnel. Fait que dans ce sens-là de prévention, je dirais oui, si vous voulez commencer déjà à réduire votre apport en sodium, ça serait excellent, ça aiderait, c'est sûr que ça aiderait la fonction rénale, mais il y a une évolution de la maladie qui peut se faire et que malheureusement, la personne n'a pas le contrôle dessus. Merci beaucoup. Alors, pour la dernière question, il nous demande où est-ce qu'on peut trouver des recettes en lien avec vos recommandations? En fait, il y a les recettes, il y en a, je crois, sur le site voyons, excusez-moi, les mots me manquent. La Société canadienne du cancer. Si vous cherchez des recettes, on peut en avoir en anglais aussi sur Mayo Clinic, par exemple. Vous pouvez aller sur Diabète Québec. À ce moment-là, vous allez avoir des recettes plus faibles en sucre. Vous pouvez aller aussi sur des sites comme la Fondation de la maladie rénale. Donc, vous pouvez avoir des recettes réduites en sodium. Fait que c'est vraiment de chercher là, en fait, des recettes de qu'est-ce que vous voulez en fait réduire là, ou augmenter. Mais si c'est pour avoir des recettes plus riches, là, par exemple en protéines et en calories, la Société canadienne du cancer, là, il y a des recettes là, de ça là-dessus. Okay, merci beaucoup. Alors, il y avait juste une autre petite question ici, mais je pense pas que c'est une question. Mais la personne se demande, c'est peut-être une question mieux pour son pharmacien. Avec le Velcade, on ne prend pas de multivitamines. Alors, Vitalux, est-ce que c'est considéré comme une multivitamine? Moi, de mon expertise, je pense que oui, c'est un multivitamine. Je pense que oui, mais si votre pharmacien examine le produit et vous dit qu'il n'y a pas de problème, vous pouvez continuer de le prendre. Mais vraiment, pour ce qui est de l'ordre de médicaments et interactions, c'est vraiment les pharmaciens qui sont les mieux placés pour ça. Parce que quand on parle de multivitamines, il y a toutes sortes de multivitamines. Il y en a qui sont riches en fer, il y en a qui sont pas riches en fer, il y en a qui contiennent des mégadoses de vitamines, d'autres moins. Donc, c'est important de montrer tout ce que vous prenez à votre équipe traitante, à votre pharmacien, pour qu'il puisse regarder s'il n'y a pas d'interaction avec les agents de chimiothérapie ou avec d'autres médicaments que vous prenez. Donc, nous, ici, nos pharmaciens
prennent pas de chance, en fait, ils suggèrent de ne prendre aucune multivitamine, aucun produit naturel durant la durée des traitements. Pour ce qui est du après, une fois que les traitements sont terminés, ben, ça va être à réévaluer. Mais je vous suggère d'en discuter avec votre équipe traitante. Merci beaucoup, Amélie. Alors, pour terminer, on a d'autres commentaires. Merci, c'était une bonne source d'information. Et on a une autre personne qui aimerait dire merci et aussi aimerait donner de l'encouragement à tous les greffés et les futurs greffés. C'est bien gentil. Alors, merci Amélie ce soir pour avoir pris le temps de faire cette présentation éducationnelle. Et bonne soirée. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.